Coucou YouTube, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment, effectivement, depuis 10 jours, vu que j'ai rien fait dimanche dernier, enfin j'ai pas fait d'enregistrement YouTube. J'espère que vous allez bien, pardon. On se retrouve donc pour les sorties poche et petit budget du mois de mai. Bon bah écoutez, j'avoue que ça y est, j'avais fait l'essai, hein, j'avais fait l'essai 2 fois là de plus faire de diaporama. Voilà, désolée, mais j'avoue, même si, alors c'est vrai que du coup il y a moins d'infos, mais c'est une méthode qui me fait gagner beaucoup de temps et du temps j'en ai besoin, donc on va faire comme ça dorénavant. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, vous avez les infos essentielles, après à vous d'aller fouiner si vous voulez des infos supplémentaires. Ouais, vivement le mois de mai avec tous les ponts, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Moi, j'avoue, j'ai pas de vacances. J'ai pas eu de vacances depuis le mois de juin dernier, à part quelques jours par-ci par-là, mais jamais une semaine entière. Donc bon, oui. Même les ponts, je vais être contente. Mais c'est vrai que putain, pas de vacances pendant un an en fait, hein. Parce que là, mes prochaines vacances, ça va être 20 juin, une semaine quoi. Mais bon. Bref, c'est comme ça, hein. Allez, on attaque. Du coup, on attaque. On va donc se mettre par ici avec le petit chat. Et on va attaquer la première sortie qui est un manga, même si c'est français. Mais on va dire c'est dans les codes du manga. Il s'agit de Runes. Le tome 1. Le mystère des Zura. De Jennifer Cabal, qui est une autrice française, mangaka française, autrice de josei. Alors le josei, c'est un genre de manga. J'aime pas trop les classifications genrées, mais malheureusement les mangas ont des classifications genrées, mais en gros les josei c'est pour les femmes adultes, voilà, globalement. En général, alors, mais là c'est intéressant parce qu'on est sur un truc fantastique. Alors en général, le josei, c'est plutôt des mangas tranches de vie qui visent donc les femmes adultes. Alors ça va être soit ça va être sur des problématiques qui touchent les femmes, la maternité, les rencontres amoureuses quand on a plus de 30 ans, enfin ce genre de choses quoi, globalement. Le travail aussi, hein. Bisous Lolo. Et là en fait, ouais, on va dire que c'est un petit peu original, puisque on va être dans un truc, je pense plus fantasy, voilà, puisque on va suivre, bisous, on va suivre Naïla, qui va se réveiller privée de sa mémoire au milieu des décombres d'un château. Et en fait, elle a un collier avec qui brille d'une espèce de lumière bizarre. Et en parallèle, on suit aussi Lucien, qui est passionné, on nous dit, je cite, par un peuple asservi il est dur à dire, aux coutumes oubliées. Et en fait, il cherche à déchiffrer un vieux manuscrit. Personne n'a réussi à le déchiffrer. Et en fait, Naïla, donc, quand elle va découvrir ce manuscrit, elle comprend que ce sont des écritures qui viennent de temps très anciens. Donc voilà, je sais pas trop si c'est un truc genre fantasy, si c'est un truc genre voyage dans le temps, si c'est un truc historique, on sait pas trop, c'est assez mystérieux. Voilà, mais je l'ai mis parce que je trouvais ça original. Donc ça sort aux éditions Myria. Je connais pas du tout cette maison d'édition. 272 pages, 10,90 €. Et je sais pas combien il y aura de tomes par contre, parce que comme c'est français, j'ai pas les infos.
Donc voilà, mais je trouvais ça original, oui c'est vrai que ça change des Josei classiques on va dire. Donc voilà, je vous l'ai mis si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai un oublié, non. On passe à un petit recueil de nouvelles qui s'appelle Chevelure, ça sortira. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire la date de sortie du précédent, c'était le 4 mai. Hein, le 4 mai, et là on passe au 5 mai. Il s'agit de Chevelure. Alors c'est un collectif d'autrices, je crois qu'il n'y a que des femmes. Hein. Donc notamment Sophie Debert, Sarah Barouk, Adèle Bréau, Nora Bussini. Bon voilà, c'est des Jessica Zimmerman, des autrices plutôt connues, plutôt féministes. Et là, oui, effectivement, on est sur un recueil de Noël qui va parler de cheveux. En fait, du rapport entre les femmes et leurs cheveux. Notamment, alors je suis étonnée que dans le... Parce que moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était le cheveu afro, hein, en fait. Hein. Pour le coup, c'est vraiment un objet de militantisme hein, chez les afroféministes. Mais là, dans le synopsis, ça en parle pas, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une nouvelle qui va en parler, hein, parce qu'il y a juste quelques exemples. Mais par exemple, voilà, bon, le fait évidemment les cheveux blancs hein, chez les femmes, les cheveux qu'il ne faut pas montrer chez les musulmanes, notamment les iraniennes, le fait de se coiffer à la garçonne à une certaine époque, les cheveux roux aussi associés au fait d'être une sorcière. Les femmes tondues à la libération. Voilà, donc en fait, tout ce qui tourne autour... Coucou Elsa, comment ça va? Tout ce qui tourne autour du rapport en fait entre les femmes et leurs cheveux. Donc ça peut être assez intéressant. Et en fait, ouais, donc ça sort chez Charleston, ça sort directement en poche, et en fait, c'est un livre à but caritatif, puisqu'il y aura, donc à chaque livre acheté, il y a 1 euro reversé à l'association 125 et après qui lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, j'avoue, je suis pas trop allée me renseigner sur cette association. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un livre un peu féministe mainstream, un peu féminisme libéral, mais bon, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien. Mais voilà, en tout cas, je vous l'ai mis, ça peut être intéressant. Et oui, pardon, donc il coûte 8,50 €, j'ai oublié de le préciser, 8,50 €, 256 pages. Voilà, pour celui-ci. Ce sera toujours mieux que Cucu, oui. Jenny traumatisée par Cucu. J'avoue. Ça me fait trop rire. Bref. Ensuite, donc on passe au 6 mai. Alors, grosse vague de sorties. Ouais, les 2 grosses vagues de sorties pour ce mois de mai, c'est les 6 et 7 mai. Hein. Voilà, c'est vraiment là où il y a le plus de sorties. Allez, un petit... alors, j'en ai pas mis beaucoup, hein, des thrillers pour le coup, mais un petit thriller qui, voilà, j'en avais déjà parlé quand il était sorti en grand format, qui m'a un petit peu intriguée, on va pas se mentir. Il s'agit de Arrêt de mort de Jo Furniss, qui est une autrice, hein, je précise, qui sortira donc chez Hugo dans leur collection Impact Poche, en l'occurrence, au prix de 7,90 € pour 480 pages. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre Belinda, qui est flic, qui est sergente, qui en fait... alors je sais pas si elle est en voyage ou en déplacement professionnel, j'en sais rien. En tout cas, elle rentre de l'aéroport, elle est fatiguée par le décalage horaire. Et en plus, elle est en ménopause. Bah oui, non mais c'est intéressant en même temps d'en parler. Et en fait, elle va se retrouver dans un gros embouteillage sur l'autoroute. Et donc, voilà, comme elle en peut plus, elle sort pour se dégourdir les jambes. Et en fait, elle va
voir que dans la voiture à côté de la sienne, il y a, enfin le conducteur est mort. Pour le coup, elle sait qu'il est mort parce que il a littéralement un pic à brochette planté dans la nuque. Voilà, sauf que personne n'a rien vu. Et du coup, bah voilà, en gros, Belinda, qui est surnommée Billy, va essayer de trouver ce qui s'est passé. Et avec donc le stress de, bah, il faut surtout pas que le tueur s'enfuit. Et donc ils sont tous un peu bloqués dans l'embouteillage sur l'autoroute. Voilà, j'aimais bien l'idée en fait. Un truc bien anxiogène. Alors c'est marrant parce que le week-end dernier, justement, j'étais bloquée pendant un bon moment aussi dans un bouchon à cause d'un accident. Et il faisait chaud et c'était... Bon, après, on a la clim, hein, mais c'est vrai que c'était un peu pénible, quoi. Oh, les bouchons sur l'autoroute, c'est horrible parce que autant quand t'es sur une route, tu te dis, bon, vas-y, au pire, je fais demi-tour, au pire, je sors, je bifurque, quitte à faire plus de kilomètres, mais pas rester coincé. Sur l'autoroute, t'es coincé. Tu peux rien faire. C'est terrible. Mais bon. Bref, donc voilà. Du coup, le truc bien anxiogène t'es dans un bouchon sur l'autoroute et en plus, il y a un mec qui vient littéralement de se faire buter à côté de toi et tu te dis, bah ouais, bon, bah écoutez, tant bien, je peux y passer aussi, quoi. Super. Bref, voilà pour celui-ci. Allez, on passe au suivant. Toujours le 6 mai. Alors celui-là, je sais pas, il m'a intrigué. Il m'a un petit peu intrigué. Il s'agit d'autobiographie d'un poulpe de Vinciane Després. Qui sortira donc chez Actes Sud dans leur collection Babel, hein, poche. Et alors, c'est à la fois, en fait, c'est un genre de recueil de nouvelles slash essais. Et c'est des récits d'anticipation. Voilà. Par rapport notamment aux animaux, globalement. On est, voilà, en fait, c'est des... L'autrice va évoquer des débats scientifiques par rapport à un futur possible. Voilà. Euh, Ouais, ben en fait ça a l'air perché, mais pas tant au final. En fait, en gros, elle a imaginé des petites histoires en rapport avec les animaux, des petites histoires d'un futur proche. Par exemple, on nous dit si les araignées nous conjuraient de faire cesser le brouhaha de nos machines. Est-ce que les poulpes ne désespèrent-ils pas de ne plus pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la pollution des océans? Et est-ce que les constructions des wombats ne nous offrent-elles pas une formidable leçon de convivialité? Bon, voilà, en gros, euh, en fait, elle s'inspire de récentes découvertes scientifiques pour imaginer. En fait, c'est un livre un peu philosophique finalement aussi, hein, mais voilà, pour imaginer des futurs en rapport avec. En se mettant à la place des animaux, quoi. Voilà. C'est dans la collection écolo d'Actes Sud, ouais. Bah voilà, je l'avais pas vu passer en grand format pour le coup, mais j'aime bien l'idée, donc voilà, je vous l'ai mis. Oui, effectivement, c'est la collection Monde Sauvage, voilà, Monde Sauvage. Donc voilà, il est sorti, en plus il est sorti il y a un moment, hein, 2021, il a mis 5 ans à sortir en poche quand même. Ou alors ça se trouve c'est une réédition, mais je n'ai pas vu d'autres éditions, donc voilà. Voilà en tout cas pour celui-ci, si ça vous intéresse. Il sort donc le 6 mai et ah oui, au prix de 7,40 € pour 160 pages, il est très court. Hein. C'est des petites histoires. Allez, ben on reste chez Actes Sud et on reste dans les petites histoires. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais, ça sortait peut-être pas en poche et du coup, il est sorti. Ouais, on reste. Pardon, on reste dans les petites histoires avec. Alors celui-là, je crois qu'il sort. Je crois qu'il sort direct en poche. À moins qu'il ait changé de titre. Mais j'ai pas le grand format. Il s'agit de Contes cruels et merveilleux de Marc Biancarelli.
qui sortira donc le 6 mai également pour 8,70 € et 160 pages. Et en fait, je trouvais ça intéressant, donc voilà, on reste chez Babel, hein. Parce que en fait, donc Marc Biancarelli, il est corse et il va nous parler de légendes corse. En fait, c'est des petits contes inspirés de légendes corse. Voilà. Donc voilà, on nous dit des cavaliers téméraires, des monstres féroces, des seigneurs craints, des femmes valeureuses ou maudites, de petites créatures malicieuses guidant les fillettes dans la nuit. Voilà, donc il revisite en fait les légendes corse et on nous dit que c'est moderne et Lovecraftien. Donc pourquoi pas, moi j'aime bien les trucs un petit peu horrifiques comme ça, qui s'inspirent de légendes qui existent, je trouve ça assez cool. Donc voilà, je l'ai mis, ça change un peu. Ça change un peu de ce que je propose d'habitude en plus, je trouve. Voilà, si vous vous intéressez aux légendes corse, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop finalement. Donc voilà pour celui-ci. On reste le 6 mai avec la sortie de Greta et Marguerite de Kalindi Rampoul, je suis pas trop sûre, c'est une autrice franco-mauricienne. Et ça sortira au livre de poche au prix de 8,90 € pour 336 pages. Et dans cette histoire, alors c'est un peu particulier comme histoire, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, c'est pas un truc sombre, hein, c'est même un truc un peu humoristique. Je pense pas que ce soit humoristique dans le sens où voilà, mais il y a un peu d'humour, de poésie dedans, quoi. Mais en gros, on va suivre Greta qui va rencontrer un homme lors d'un vol Bombay-Paris. Et c'est une hôtesse de l'air, hein, en l'occurrence. Et donc, bon, et voilà, et elle va plutôt tomber amoureuse de lui, on va dire. Mais le problème, c'est que, donc il s'appelle Romuald. Le problème, c'est que Romuald, il est marié. Il est marié à une architecte. Et en plus, il a une fille. Mais Romuald va décider de quitter sa femme pour Greta. Voilà, donc l'idylle est réciproque, on va dire, hein. Mais le problème, c'est que une tragédie va les frapper. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais l'épouse et la maîtresse, donc Greta et Marguerite, en l'occurrence, qui est la femme de Romuald, vont se retrouver réunis, on nous dit, dans une odyssée échevelée au cœur de la forêt finlandaise. Voilà, je ne sais pas ce que la Finlande vient faire là-dedans. Mais du coup, je sais pas, ça m'a un petit peu intriguée cette histoire. Et je sais pas, j'ai envie de la mettre parce qu'en plus, bon voilà, on suit vraiment les deux femmes. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la tragédie? Peut-être que c'est la mort de Romuald, j'en sais rien, mais bon. En tout cas, et pourquoi elles se retrouvent ensemble, pourquoi elles se retrouvent en Finlande, je sais pas, tout ça m'a un petit peu intriguée. Et du coup, voilà, je vous l'ai mis. Bon, si, ça veut pas dire que je l'achèterai ou quoi, mais voilà, si ça intéresse quelqu'un, par une autrice donc franco-mauricienne. Ensuite, allez, on passe à du totem. Il y a toujours un petit peu de totem, toujours le 6 mai, hein. Il s'agit de La glorieuse vengeance de Maud Horton. Je me souviens même pas l'avoir vu passer en grand format. Putain, elle est très jolie, la couverture grand format, ce qui n'est pas toujours le cas chez Gallmeister, mais bon. L'autrice c'est Lizzie Pook et donc ça sortira chez Gallmeister dans la collection Totem au prix de 10,90 € pour 407 pages. Pour le coup, il est pas cher pour un totem, hein. D'habitude, les totems, on est dans du 13-14 €. Surtout pour ce nombre de pages. Mais ouais, c'est toujours des très belles couvertures totem, c'est sûr. Et donc, dans cette histoire, on est à Londres en 1850 et Maud va apprendre que sa
sœur Constance a disparu alors qu'elle était sur un navire à destination de l'Arctique. En fait, elle s'était travestie en homme pour embarquer dans ce navire. Alors je sais pas si c'était une expédition scientifique ou je sais pas trop, mais en tout cas elle disparaît suite à un entre guillemets malencontreux incident. Donc j'imagine que c'est ce qu'on a dit à Maud. Et on conseille à Maud de pas chercher à en apprendre davantage. Mais le truc c'est que elle va découvrir, enfin elle va retrouver le journal de Constance. Et en fait, voilà, elle va découvrir que ça n'a rien d'une disparition normale et elle va décider donc de se venger. Voilà. Et dans son périple, elle va croiser le chemin d'un homme, je cite, dangereux et manipulateur. Bon, moi j'aime bien les histoires de vengeance, histoire de manipulation aussi. Donc voilà, c'est bizarre que, ouais, je sais pas pourquoi je l'avais pas vu passer en grand format celui-là. Pourtant, il est sorti en janvier 2025. J'ai littéralement aucun souvenir. Je vois la couverture, c'est la première fois de ma vie que je vois cette couverture. Et ceci étant, elle est super jolie. Pourtant, elle est vraiment très belle la couverture du grand format. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout voir. Voilà. Voilà en tout cas pour celui-ci. Et le suivant, hasard de l'ordre alphabétique. C'est également un totem. Puisqu'il s'agit d'une histoire d'ours de Eowyn Ivy. Alors lui par contre je l'avais vu passer en grand format, mais j'avais pas dû le mettre. Je crois que je l'avais pas mis dans les sorties celui-là parce que il y avait beaucoup de sorties et que voilà, j'avais fait un choix, mais du coup je le mets là parce que c'est vrai que l'histoire a l'air quand même intéressante. Donc là par contre il est plus 448 pages, 12,90 €. Il a 2 € de plus pour à peu près le même nombre de pages. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Donc dans cette histoire, on suit Birdie qui élève seule sa fille de 2 ans, Emmaline, en Alaska. Et un jour, la fillette va se perdre dans les bois, mais elle va être secourue par Arthur, un homme assez taciturne qui vient en ermite dans une cabane. La plupart des gens l'évitent. Mais le truc, c'est que il a quand même sauvé sa fille. Et en fait, Birdie va décider de s'installer. Pourquoi s'installe chez lui? Je ne sais pas. Mais elle va décider de s'installer chez lui. Peut-être pour être en sécurité. Hein. Mais le problème, c'est que peu à peu, Arthur va adopter un comportement étrange. Il disparaît sans prévenir pendant parfois plusieurs jours. Et Birdie va découvrir qu'il y a un sombre secret, que Arthur a un sombre secret qui fait écho à la nature sauvage de l'Alaska. Voilà, ça a l'air assez intriguant. Grosse hype sur celui-là. Un ours-garou. Ah putain, pas bête Elsa. T'as raison. En fait, ouais, c'est vrai que la réponse est un peu sur la couverture parce que il n'y a pas d'homme sur la couverture, il y a juste l'ours. Et en plus, il est quand même assez énorme. Donc ouais, t'as raison, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'il disparaît. Oh, un ours-garou. Oh, ce serait Mims, en vrai. Putain, ça y est, bon voilà. Elsa, elle a tout spoilé. Hein. Non, mais en vrai, ouais, c'est vrai que c'est une bonne hypothèse. Déjà, ouais, c'est clair. Est-ce qu'on s'installe chez des inconnus comme ça? La meuf, tranquille. Mais ouais. Mais ouais, écoutez... C'est vrai qu'il a l'air intéressant, en tout cas. Voilà, donc je l'avais pas mis dans les sorties grand format, du coup je vous le mets là. Si ça vous intéresse, avec toujours une très belle couverture, évidemment, chez Totem. Ensuite, on est toujours le 6 mai. Sortira Illustre Inconnu de Barbara Abel aux éditions du Masque.
Bon, c'est JC Lattès, hein, c'est le masque. Au prix de 8,90 € pour 350 pages. Et là, ouais, alors, en fait, bon, parce que quand j'ai vu le Barbara Bell, je dis, ah oui, bon, Barbara Bell, tu t'es un peu lassé du truc. Mais, je sais pas. Là, j'avoue que l'histoire m'a quand même titillé un petit peu. Donc, en fait, on va suivre Violette, qui a 17 ans, qui un jour va apprendre la mort d'un acteur qu'elle aimait beaucoup, qui s'appelle Pierre Vasseur. Je pense que c'est un acteur fictif, hein. Et il se trouve que dans le même moment, sa mère va lui apprendre que le Pierre Vasseur en question, bah, c'est le père de Violette. Voilà. Sachant que lui-même, il a 3 enfants officiels, hein, voilà. Et donc Violette ben, va aller se manifester auprès de la famille Vasseur, parce qu'elle se dit, ben, quand même, c'était mon père, j'ai envie de nouer des liens avec cette famille, qui est ma famille paternelle. Sauf que, bon, alors évidemment, elle va pas être super bien accueillie. La couverture GF de l'ours est encore plus explicite. Ah oui, mince, j'ai fermé du coup. Si c'est un coup spoil. Attends, je regarde. Je suis curieuse du coup. Onglet récemment fermé. Fais voir la couverture grand format. Ah oui, de fou, t'as raison. T'as raison, oui. Donc oui, effectivement, oui, quand tu vois la couverture grand format, oui, du coup, oui. Effectivement, t'as raison. Un mec qui se transforme en ours, quoi. Bon, voilà. Autant le dire, hein. C'est un peu bizarre quand même de tout balancer sur la couverture, de pas le dire dans le synopsis. Dire, ouh là là, quel est donc ce secret? Ouh, bah dis donc, quel mystère, on ne sait pas. Et oui, c'est ça. Bref, donc je reviens sur Barbara Bell. Donc du coup, Violette, voilà, qui essaye d'intégrer la famille de son géniteur, et qui va se retrouver face à un mur, hein, puisque donc la veuve de l'acteur Leila n'a pas du tout envie d'accueillir l'enfant illégitime de son mari, surtout que bon, ça a été évidemment une tromperie d'un truc sans lendemain en plus. Et en plus, ben, Violette va se rendre compte que en fait cette famille, ben, c'est pas là, c'est loin d'être une gentille famille parfaite, quoi. En fait, c'est même une famille assez dysfonctionnelle, qui se déteste et tout, et donc voilà, elle va se retrouver confrontée à ce clan assez particulier. Du coup, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant comme synopsis. J'ai l'impression que Barbara Abel, elle fait de moins en moins de thrillers et de plus en plus de plutôt contemporain, un peu sombre, hein, quand même, mais parce que bon, je trouve, hein, dernièrement, que ces synopsis, voilà, c'est plus trop du thriller domestique, même quand j'avais lu un des derniers, là, celui où la nana est dans le coma, là, je pas trouvé que ça faisait très thriller domestique, donc voilà. Mais c'est intéressant. Voilà, en tout cas, pour cette illustre inconnue qui sortira donc le 6 mai. Ensuite, et ben, on retourne. Alors, c'est une réédition, pour le coup, a priori, hein, mais c'est une réédition, mais d'un truc quand même très très vieux. Chez Totem. En fait, Totem réédite les œuvres de Frédéric Dürrenmatt, qui est un auteur suisse. Donc, c'est des œuvres. Alors, par contre, je sais plus de quand ça date. Ils mettent pas 1921, 1990. Donc, ouais, il est décédé en 1990. Donc, autant vous dire que ça date un petit peu. Et du coup, ouais, voilà, Gallmeister réédite un petit peu les œuvres. Alors, directement en poche, pour le coup. Et là, donc, c'est Justice qui va sortir.
au prix de 9,90 €. Oh, en dessous de 10 €. Que se passe-t-il, Totem, dis donc, pour 256 pages. Donc dans cette histoire, on est un soir en plein milieu d'un restaurant bondé à Zurich. Ouais, donc c'est la Suisse allemande, hein, Friedrich Dürrenmatt, vous l'aurez compris aussi avec le nom, voilà. On a un célèbre député qui va abattre au revolver un professeur d'université sous les yeux de toute la bonne société locale. C'est un restaurant un petit peu chicos, hein. Il va être condamné à 20 ans de prison. Et il va appeler un jeune avocat dans sa cellule et lui proposer une mission, celle d'enquêter sur son meurtre, enfin sur le meurtre en fait, en partant du principe que ce n'est pas lui qui l'a commis, sachant que tout le monde a été témoin que c'est bien lui qui a buté le prof, hein. Mais comme la mission est grassement payée, l'avocat va accepter. Sauf que, en fait, il va se retrouver piégé, voilà, dans le piège de la justice, on nous dit, voilà. Donc, je sais pas, je trouvais ça très intriguant. C'est vrai que moi, je voulais lire La Panne du même auteur, je l'ai toujours pas lu. Mais 1985, merci Karine. J'ai l'impression que voilà, cet auteur, il fait beaucoup d'histoires autour d'histoires noires autour de l'absurde en fait. Il y a un côté un peu Kafka en fait, je trouve, hein. Il y a un côté très kafkaïen. Alors après, j'ai pas lu, donc j'avoue, c'est des hypothèses que je fais, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté très kafkaïen dans les œuvres de Dürrenmatt. Et j'aimerais bien découvrir ça. Il faudrait que je lise La Panne, du coup. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Bisous Malo, bonne soirée, bonne nuit, bonne lecture d'abord. Bisous, bisous. Merci d'être passé. Allez, on est toujours le 6 mai. On passe au suivant. Ah oui, il y a la promesse aussi, ouais. Il y a La Panne, la promesse et justice. Moi, j'ai La Panne, du coup, j'aimerais bien lire. Mais tous ont l'air pas mal, hein. Tous ont l'air intéressants. Faudra tester un jour. Bon, le suivant, dans un registre beaucoup plus léger, hein. Il s'agit de La Petite Confiserie de l'Allée Nocturne. Voilà. Je pense que je vais commencer à vous faire des jeux là-dessus. Là. Alors, devinez. Parce que là, en plus, dans les grands formats, n'allez pas voir, ne trichez pas, n'allez pas voir. Mais dans les grands formats, il y a encore un nouvel endroit, on va dire. Et du coup, il faut que je pense à vous faire le jeu. Devinez quel va être l'endroit. Bon, là, c'est une confiserie, en l'occurrence. Mais là, c'était un truc un peu original, ouais, pour les sorties grand format. Celui-là, oui, mais celui-là, je vous en avais parlé aussi quand il était sorti en grand format. Hein, c'était chez Kiboun. Voilà, et bon, c'est toujours chez Kiboun, hein, mais en version poche. Donc, La Petite Confiserie de l'Allée Nocturne de Iyoko Kurisu. Au prix de 8,95 € pour 264 pages. Bon, classique. Filoute. Comment on dit maintenant déjà? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié le nom là de comment on doit les appeler maintenant, les feel-good japonais là. Mince, ça y est, j'ai déjà oublié. Tant pis, peut-être un jour je retrouverai ce truc. Mais voilà, donc on est dans une confiserie sans déconner. Et le maître des lieux, ouais, là on est vraiment dans un truc fantastique pour le coup, puisque le maître de la confiserie c'est un yokai, et donc les yokai, alors on voit pas avec le bandeau à la con là, pardon, hein, mais derrière là il y a un petit renard. Donc oui, c'est une sorte de divinité mi-homme, mi-renard,
qui promet à tous ceux qui passent sa porte que des friandises ont le pouvoir de changer leur vie. Et donc, bah, voilà, on va, comme d'habitude, on va suivre une galerie de personnages. Littérature de guérison. Ah ouais, c'était ça, c'était un truc comme ça, ouais. Iyashikei, littérature de guérison. Alors, c'était pas le terme exact que j'avais vu, mais oui, il y avait le mot guérison dedans, effectivement. Oui, bah c'est ça en fait, c'est un peu des livres qui vont peut-être donner des tips pour aller mieux dans la vie. Alors après, en vrai, ça fait un peu dev perso, on va pas se mentir, et moi j'aime pas du tout le dev perso. Moi, pour ma part, quand je lis ces livres, même si maintenant j'en lis de moins en moins parce que à force ça peut être un peu répétitif, mais quand je lis ce genre de livre, c'est clairement pas pour du dev perso, hein. Je le prends vraiment pas prum dog. C'est juste parce que souvent c'est mignon. Parfois il y a quand même des belles morales, on va dire. Voilà, voilà, voilà. J'aime bien. Mais moi, ce que j'aime bien dans ces livres, au-delà du côté moral, c'est plus le côté un peu culturel, en fait. Et c'est vrai que quand c'est associé à la nourriture, ce genre de choses, tu peux apprendre des choses en plus. Donc, sur le Japon. Donc, ouais. J'imagine le truc. Oh putain, c'est clair. Ah, le quartier de fou. Oh, purée. Ouais, la concurrence est sévère. Alors, qu'est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez remonter dans le passé? Est-ce que vous voulez écrire à vos proches? Est-ce que vous voulez manger des trucs qui vous rappelleront la nostalgie de je sais pas quoi? Est-ce que vous voulez reconstituer euh, des plats de votre enfance? Est-ce que... Enfin, je sais pas. Let's go! C'est un parc d'attractions le truc en fait. Hein. Salut Franly! Bonne soirée, à bientôt. Merci d'être passé. Un renard qui tient un commerce, ça change un peu. Ouais, c'est vrai, d'habitude c'est les chats. Pour une fois, c'est un renard, c'est vrai que ça nous change un peu, ouais. C'est vrai que là, on n'est pas dans la on n'est pas dans le cahier des charges avec le chat, les fleurs de cerisier, tout ça là. Salut. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, allez, bon, alors on reste. Alors, par contre, c'est pas japonais, mais on reste dans le truc de guérison là. Récit de guérison. Et là, j'en peux plus. Alors, on est à l'atelier de poterie, d'accord? Il y a ça aussi dans la rue, ok? Et là, il y a le chat. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'était chez Nami, hein, le grand format. Là, c'est chez J'ai lu. Donc là, il n'y a pas les fleurs de cerisier, mais il y a quand même le chat. Coucou Rose. J'espère que toi, tu vas bien. Donc, l'autrice, c'est Yeon So-min. Donc là, c'est coréen. Alors oui, du coup, ça marche pas. C'est pas dans la même rue, puisque là, on est en Corée. Mince. Zut. Dommage. C'est mon chat. Ah, c'est vrai? C'est marrant. Il ressemble à ça, ton chat. Trop mignon. Tiens, d'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un bar à chat à Alès. Donc, c'est pas... C'est à 3/4 d'heure de route de chez moi, quoi. Donc, c'est quand même ouf qu'il n'y ait pas... Enfin, qu'il n'y ait plus de bar à chat à Montpellier. Alors que c'est quand même une ville... qui s'y prête pas mal, hein, pour le coup. Mais par contre, il y en a, et donc il n'y en a pas à Nîmes, bon, ça c'est pas très étonnant, mais il y en a à Alès. Du coup, on s'est dit qu'on allait aller voir. Je pense à ça parce que quand on regardait les photos des chats du bar à chat, il y en a un, il ressemble à notre chat. Du coup, voilà. Mais donc... Eh, coucou Ilia! Bah écoute, ça va bien. J'espère que toi aussi. Ma foi. Ça fait plaisir de te voir par ici, en tout cas. Ah ouais, bah alors là, les couvertures avec les chats dans ce genre de truc, hein, c'est quand même assez courant, on va pas se mentir. Donc
Donc ouais, bon bah celui-là il est en Corée. Après ouais, en Corée il commence à y en avoir quelques-uns aussi des commerces dans le genre. Hein. Donc là, dans cette... Alors oui, 8,80 €, pardon, 352 pages. Dans cette histoire, on va suivre Jong-min qui, après un burn-out, a démissionné en fait de son boulot, qui en fait il travaillait pour une chaîne de télévision. Et non, elle, pardon, c'est une femme, excusez-moi. Et bah, du coup, voilà, elle reste chez elle, mais elle commence un petit peu à s'ennuyer, à rester chez elle. Et un jour, alors qu'elle va se balader, elle va pousser par hasard la porte d'un atelier de poterie qui est dans le quartier. Et bah, du coup, voilà, elle va un peu s'initier à cet art. Et ben, elle va croiser aussi les habitués. Donc voilà, ça va être pareil, un récit de guérison. Alors, bon, ça fait très... Il y a un petit côté un peu boomer, quoi. Genre, bon, elle travaillait pour une chaîne de télévision. Et j'imagine que c'était le truc de un peu star system, machin, capitalisme et tout. Et puis là, c'est de redécouvrir le bonheur des trucs traditionnels, tout ça, tout ça. Bon, il y a un côté un peu comme ça, mais après, ça peut être un peu mimes, pourquoi pas. Après, c'est boomer sans être boomer. Il peut y avoir aussi le côté de dire, ben, est-ce que ça vaut le coup de se tuer à la tâche pour un travail voilà, bon, je sais pas. Après, je sais pas quelle va être la morale de l'histoire. Mais voilà, je vous l'ai mis, c'est tout mims, si ça vous intéresse. Allez, on passe maintenant au 7 mai avec une petite BD. C'est une BD, ce n'est pas un manga. Il s'agit de À fleur de mois de Marco Barretta et Lorenza Di Sepio, qui sont des auteuristes italiennes. Un auteur et une autrice, en l'occurrence. Ça sortira aux éditions Jungle. Et dans cette histoire, alors au prix de 12,95 €, d'où le fait que ce soit dans les petits budgets. Alors j'ai pas le nombre de pages par contre. Et dans cette histoire, on va suivre Fleur, qui est une adolescente plutôt banale. Sauf que, en fait, elle souffre malheureusement d'anxiété, mais vraiment d'une grosse anxiété qui la paralyse au quotidien. En fait, voilà, la moindre décision qu'elle doit prendre, bah, ça prend des proportions gigantesques. Elle est toujours en train de ruminer, de se prendre la tête pour tout. Les examens, alors là, n'en parlons même pas. Son crush, enfin voilà, ses passions, etc. Il y a toujours un problème parce qu'elle est trop en stress tout le temps. Et un jour, en fait, alors qu'elle se regarde dans un miroir pour demander à son anxiété de la laisser tranquille, et ben, elle va avoir la surprise de voir son reflet prendre forme et se matérialiser en tant que son anxiété. Donc en fait, son anxiété va devenir... comment dire anthropomorphe, quoi, voilà, va prendre forme humaine. Et du coup, bah, en gros, ça va être une espèce de quête pour la recherche de la sérénité. J'ai trouvé ça intéressant, cette thématique de l'anxiété. Voilà, la couverture est très parlante avec toutes les différentes fleurs, le prénom, hein, qui sont toutes anxieuses, avec les post-it et tout, voilà. Vie ma vie de TDAH en l'occurrence, mais ouais, voilà, je trouvais ça intéressant, cette thématique de l'anxiété. Alors c'est une BD pour ados, hein, voire pour pré-ados, mais j'aime bien l'idée parce que bon, je pense qu'en plus l'anxiété quand t'es ado, c'est souvent puissance 10 000 aussi, hein. Donc voilà, je vous l'ai mis si ça vous intéresse. Toujours le 7 mai, bon bah voilà, il va y avoir une grosse vague aussi. Le 7 mai sortira Atmosphère de Taylor Jenkins Reid.
aux éditions 10-18. C'est pas du tout marqué sur la couverture, mais c'est les éditions 10-18. Au prix de 9,90 € pour 456 pages. Bon, j'en avais déjà parlé quand il était sorti en grand format. Donc, on est dans l'Amérique des années 80. Et on va suivre John, qui est... C'est Joan, c'est une femme, hein, qui est professeure d'astrophysique. Et le jour où la NASA va annoncer recruter pour la première fois des femmes scientifiques, évidemment, elle va postuler, elle va être sélectionnée parmi des milliers de candidates et elle va commencer sa formation au Johnson Space Center de Houston. Et donc elle va faire partie d'un grand groupe, d'un petit groupe d'astronautes qui s'apprêtent à effectuer leur premier vol, et John va alors tomber follement amoureuse, et cet amour va remettre en question toutes ses croyances et sa place dans le monde. Voilà. Oui, c'est celui-là. Ah, toi, t'as beaucoup aimé. Visiblement, Natacha, elle a pas trop accroché. Ok, ça arrive. Ouais, moi j'en ai lu que 3 de Taylor Jenkins Reid, mais j'avoue que j'ai adoré les 3. Celui-là, c'est vrai qu'il me hype moins que les autres, mais je suis quand même curieuse. Je pense que je le lirai. Voilà. Après, il y en a un autre aussi. Comment il s'appelle là? Histoire d'amour ou je sais pas quoi là. J'ai oublié le titre, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Qui est sorti il y a pas longtemps. Évidemment, ils ne le mettent pas. Si, les vrais amours, voilà, les vrais amours. Enfin, le vrai amour avec entre parenthèses les S pour faire les vrais amours. Voilà. Et donc il y en a un nouveau, mais je vous en parlerai, hein, parce qu'il y en a un nouveau qui va sortir bientôt. Et je l'attendais celui-là en plus. Je l'attendais parce que c'est autour d'un personnage qui est dans les Sirènes de Malibu. Voilà. Pour information. Bah, je pense que tu as lu les 3 mêmes que moi, non, Elsa? Moi, j'ai lu Les 7 maris, Daisy Jones et Les Sirènes de Malibu. Du coup. Voilà. Voilà pour celui-ci, donc qui sortira le 7 mai. Oui. T'as lu tous les autres, t'avais beaucoup aimé, mais celui-là un peu en dessous. Ok, ouais, bah ça peut, hein, après, on peut pas faire que des bangers non plus, hein. Allez, ensuite, toujours le 7 mai, sortira Un bonheur parfait de Jong Yoo-jong, qui est l'autrice de... Comment ça s'appelle là, Généalogie du mal, que j'avais beaucoup aimé, en l'occurrence. Et donc là, c'est également un thriller qui sortira donc chez Piquier également, hein, comme les précédents, au prix de 8,50 € pour 556 pages. Voilà. Là, c'est pas cher. Là, c'est pas cher. Pardon. Il faut le dire quand même. Donc, dans cette histoire, on va suivre Ji-Yu, qui a 6 ans et qui est toujours aux aguets de l'humeur de sa maman qui s'appelle Yuna, parce que Yuna, elle est assez stricte, voilà, il y a beaucoup de règles à respecter. Mais il y a aussi beaucoup de secrets à garder. Et lorsque Ji-Yu, ne répond pas aux attentes de Yuna, Yuna s'énerve. Voilà. Et Ji-Yu a pas envie que ça arrive. D'autant qu'il a fait aussi des cauchemars la nuit. Et en fait, on va comprendre petit à petit via le personnage de Ji-Yu, donc qui a 6 ans, je rappelle, la personnalité étrange de Yuna.
Voilà, j'en dis pas plus, le synopsis est assez long. Je pense que déjà, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc c'est un thriller, hein, c'est un thriller. Alors, c'est vrai que Jung Yoo-jung, elle aime bien les trucs très psychologiques. Voilà, parce que déjà, Généalogie du mal, un rappel que c'était un peu plongé dans les méandres de l'âme d'un meurtrier. Un meurtrier qui s'ignore un peu, on va dire, enfin voilà, un peu particulier. Et ouais, et là, donc, ça a l'air un peu assez similaire. Ouais, ça a l'air super intéressant pour le coup. Pourquoi je sais pas pourquoi celui-là je l'avais pas vu. Si, je pense que je l'avais vu passer en grand format, mais pourquoi j'en ai pas parlé? C'est très bizarre, je sais pas. Parce que la couverture me parle quand même. Surtout que c'est une autrice, voilà, moi j'avais adoré Généalogie du mal. Donc bon, en tout cas, je suis très très curieuse de celui-ci. C'est très cool qu'il sorte en poche, en plus, pas très cher. Donc ouais, clairement, à mon avis, celui-là, il y a des chances que je l'achète. J'ai très envie de l'acheter, le lire, peut-être pour Lison Lazy, tiens, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour celui-ci. Allez, le suivant, vous le connaissez. On a été plusieurs à l'avoir lu. Donc, le 7 mai, toujours, sortira Les Bouchères de Sophie Demange. Donc, dans la collection proche, qui est la collection poche de l'Iconoclaste. Au prix de 8,50 € également, et évidemment on n'a pas le nombre de pages, mais à mon avis il doit pas bien être gros, hein, le nombre de pages en poche. Voilà, je mise sur le 200 et quelques. Donc dans cette histoire, on est à Rouen et en fait on va suivre 3 femmes qui travaillent dans la même boucherie. Voilà. Et en fait, on va apprendre un peu l'histoire de chacune de ces 3 femmes et le fait, notamment, la relation avec les hommes. Et il y a des hommes justement autour d'elles qui vont disparaître et il va y avoir une enquête de police et bien sûr il va y avoir une rumeur qui va enfler autour de ces bouchères. Voilà, c'était très très bien. Si l'Iconoclaste fait des poches, ouais, ils ont une collection poche qui s'appelle Proche, en l'occurrence. Voilà. Et ouais, c'était très très bien, les bouchères. Et d'ailleurs, ouais, je l'ai prêté. Ça y est, je l'ai prêté à ma collègue qui lit du Freda McFadden et des biographies. Elle, elle va voir les oreilles qui sifflent. Elle est en train de lire la biographie de Loana. Maintenant. Bon, cela dit, Loana, c'est pas pour le coup intéressant parce que il y a pas mal de choses à dire autour de ce personnage. Mais voilà, pour votre information. Mais du coup, je lui ai prêté, c'est elle qui m'a demandé, hein, j'ai prêté les bouchères. Donc, en espérant qu'elle aime, on verra bien. Ce sera la surprise. Voilà. Ouais, ça a été une belle lecture pour pas mal d'entre nous. Donc voilà, si vous ne l'avez pas déjà lu, c'est quand même très très sympa dans le côté un peu cathartique, féministe, voilà. Ensuite, toujours le 7 mai, sortira La danse des flamants roses de Yara El Radben. Je sais pas comment prononcer ça. Il y a de savoir, j'imagine. Qui est une autrice palestinienne, en l'occurrence. Donc ça sortira chez Mémoire d'Encrier au prix de 13 € pour 300 pages. Alors là, par contre, c'est cher, on va pas se mentir. Mais après, bon. C'est marrant parce que pourtant, le grand format, il vaut que 22 €. C'est pas comme Gallmeister qui fait des grands formats à 26 balles, quoi. Il y a des poches à 13. Mais le poche, il fait 13 balles. Ouais, bah, ils sont chers en tout cas sur les poches, ça c'est sûr. Donc, dans cette histoire, on est en Palestine, où la mer morte s'est évaporée
Et la maladie du sel dévore la région et menace l'humanité. Et donc voilà, on va suivre en fait plusieurs habitants qui survivent et qui vont rebâtir une communauté. Ouais, c'est un truc un peu post-apo, on peut dire ça. Hein. Et il va y avoir des colonies de flamants roses qui vont s'installer et de là va naître une utopie. Voilà, ça a l'air très très bien. Donc je pense qu'il y a quelque chose de métaphorique dedans et que bon, c'est un livre qui on se fait appel un peu à l'espoir, hein, j'ai l'impression. Faut le prendre en occasion, il est pas cher. Ok, ah, c'est bon à savoir. Ouais, moi aussi ça m'intéresse. Franchement, je trouve l'idée assez originale pour le coup. Donc ouais, effectivement, si je le trouve d'occasion, ça m'intéresse. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi. Hein. 5 euros, ah ouais. Ah bah oui, c'est sûr que tant qu'à faire, autant prendre le grand format à 5 euros plutôt que le poche à 13. J'avoue. Ok, ah bah merci pour le tips, Elsa. Voilà en tout cas donc pour celui-ci. Ensuite, on change complètement de style, mais on reste le 7 mai avec le nouveau Junji Ito. Alors, qui n'est pas nouveau, on rappelle que Delcourt, Tonkam, ainsi que Mangetsu d'ailleurs, hein, réédite, soit réédite, soit édite pour la première fois en France des Junji Ito, donc qui datent plus des années 90-2000. Hein. Et là, il s'agit, en plus, ça parle de chats, le journal des chats. Bon, pas forcément un l'air très sympathique les chats, mais en vrai, je pense que ça va quand même faire la part belle aux chats, connaissant un peu l'auteur. Ouais, c'est clair, il suffit de voir la couve. Non mais grave, j'avoue qu'il n'y aurait pas écrit Junji Ito, tu reconnais direct le style quoi. Il a vraiment un style à lui, hein. C'est ouf. Ouais, la couverture est cool. Et en fait, moi je l'ai acheté celui-ci je l'ai acheté au Japon celui-ci, le journal des chats, donc en version japonaise hein, du coup. Donc voilà, c'est marrant de voir du coup qui sort en France là presque un an après. Donc aux éditions Delcourt Tonkam, j'ai déjà dit, au prix de 12,99 €. Alors, il fait que 128 pages, donc c'est pour ça qu'il est moins cher que les autres, parce que d'habitude c'est le double. Hein. D'habitude c'est le double, le prix des Junji Ito qui sont édités. Alors c'est des hardbacks qui sont assez gros et tout. Celui-là il est plus petit, enfin il est plus fin en tout cas. Mais du coup voilà, bon, c'est petit budget parce que 13 balles. Et donc dans cette histoire, alors je sais pas si c'est des nouvelles en l'occurrence, mais on va suivre deux chats, donc c'est Yon et Mou, qui sont deux chats en apparence ordinaire, mais dès qu'on a le dos tourné, et ben ils commettent les pires atrocités. Alors Yon, il est né avec une tête de mort sur le dos, donc on le voit hein, sur la couverture. En fait, les taches qu'il a sur son pelage forment un genre de tête de mort. Et en fait, ben ouais, il joue avec ça pour chasser. Et en fait, c'est là que c'est rigolo, c'est que la proie préférée de Yon, c'est Junji Ito lui-même. Voilà, donc c'est lui qui s'est représenté sur la couverture. C'est de l'autofiction, on peut le dire, c'est de l'autofiction. Voilà. Mais c'est rigolo. Donc je sais pas si Junji Ito a peur des chats. En plus je vois les extraits. Mais ça a l'air vachement bien en vrai. Je vois des extraits de planches. Ouais, c'est trop bien. Celui-là, c'est clair qu'on va l'acheter day one, quoi. Alors j'aurais pu déjà, mais bon, c'est con parce que j'aurais pu juste regarder les images. Remarque, c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que même sans le texte, tu dois pouvoir comprendre un petit peu. Mais voilà.
c'est vrai que j'ai pas, je l'ai pas lu entre guillemets, je l'ai un petit peu feuilleté mais sans plus, hein, celui que j'avais acheté, enfin la version japonaise. Mais ouais, on va l'acheter Day One celui-là. Trop bien, trop bien, trop bien. Donc voilà pour ce nouvelle édition là de Junji Ito, le journal des chats. Allez, on revient sur du récit de guérison japonais. Toujours le 7 mai. Avec un printemps au goût de mochi de Sawako Natori. Celui-là, je l'ai en grand format. D'ailleurs, je l'avais mis dans ma palle du printemps, mais je ne l'ai pas lu encore. Alors, ça rentre dans une petite saga qui s'appelle La librairie du vendredi. Voilà, et là, c'est le tome 1. Ça sortira chez Pocket, en l'occurrence, au prix de 8,70 € pour 288 pages. Et dans cette histoire, donc voilà, on est dans une librairie, la librairie du vendredi, qui est située dans une gare au nord de Tokyo. C'est la petite gare de Nohara. Et il paraît, donc la rumeur court, qu'on trouve forcément le livre qu'il nous faut dans cette librairie. Et on va suivre Fumiya, qui est un jeune étudiant qui va partir en quête de l'ouvrage qu'il recherche depuis des années. Et quand il arrive à la librairie, il fait la rencontre de Makino, qui est la patronne, et de Waku, qui est le propriétaire un petit peu agressif, on nous dit, et enfin de Sugawa, qui est le libraire. Donc voilà, en fait, il y a propriétaire des lieux, la patronne de la librairie, et donc l'employé, voilà, globalement, c'est ça. Libraire un peu taciturne. Et bon, au départ, il n'est pas très convaincu par le lieu, malgré la rumeur, mais au final, alors en plus, il y a un petit salon de thé et tout, mais au final, voilà, il va découvrir que, je cite, toujours le même truc, hein, pénétrer dans cette librairie, c'est voir ses problèmes, les maux du quotidien et les petits tracas disparaître comme par magie, bien sûr, voilà, et oui, le pouvoir des livres, bien évidemment, toi-même tu sais. Bon, voilà, c'est un petit peu mimes, comme d'hab. Voilà, en tout cas, pour celui-ci. Ensuite, toujours le 7 mai, sortira Retour à Lake Grove de J. Courtney Sullivan, toujours aux éditions Pocket, au prix de 10,90 € pour 600 pages. C'est un petit bébé quand même. Alors, dans cette histoire, celui-là, j'en avais parlé aussi quand il était sorti en grand format chez les Escales. Il m'intéressait pas mal. Dans cette histoire, on est dans une... Ouais, en fait, on va suivre Jane, qui vivait dans une maison isolée 20 ans auparavant, qui était un peu... Enfin, en fait, non, c'est pas qu'elle y vivait, c'est que c'était une maison abandonnée, et en fait, elle aimait bien y passer du temps. Voilà. Elle était au bord d'une falaise qui surplombe l'océan. C'était une vieille demeure victorienne, et voilà, quand elle était adolescente, elle adorait y passer du temps, mais 20 ans plus tard, elle est devenue archiviste. Et elle va revenir dans sa ville natale, et la maison qu'elle a connue a été restaurée et de riches citadins y résident. Mais la propriétaire des lieux la pense hantée par un fantôme hostile, et donc Jane, qui est sceptique mais curieuse, va accepter d'enquêter pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et bon, moi, vous savez que j'adore les histoires de maisons supposément hantées. Voilà, je suis très très fan de ça. Il me semble qu'il avait eu quand même de bons retours, celui-ci. Bon, voilà, sélection Grand Prix des lecteurs. Il me semble qu'il avait eu de bons retours à sa sortie grand format. Voilà, bon, je ne l'ai pas lu, je sais pas. Je sais pas si je le lirai un jour, mais ça m'intéresse toujours en tout cas. Voilà, donc je vous l'ai mis si ça vous intéresse également. Allez, on retourne avec les chats.
Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, est-ce que là... Oui, ben, le cahier des... attendez, on dirait même pas un chat, on dirait un chien, là, sur la couverture. C'est moi ou c'est plus un chien qu'un chat, là? Bon. Cahier des charges moyen rempli, hein. Bref, donc là, parce qu'on retourne avec des chats avec un manga. Toujours le 7 mai, il s'agit de Taro Miyao adopte un chat. Point d'interrogation. Le tome 1. J'aime bien sur la couverture, il est en train de lire Machiavel. Ça sortira aux éditions Manabooks au prix de 7,95 €. Et dans cette histoire... Alors attendez, par contre j'avais noté aussi le nombre de tomes du manga. Voilà, il y a 4 tomes. C'est un manga en 4 tomes, donc ça va, c'est assez court. Et ouais. Oui, la couve est marrante parce que... la couve est marrante parce que bon... voilà, le chat lui montre un petit peu son cucu. Et c'est quoi là? Ah oui, c'est son œuvre à lui. Ben, j'arrive pas à voir ce qu'il y a écrit. Attendez, si je fais ça, on va voir ce qu'il y a écrit. Le mouton à 5 pattes de Taro Miyao. Oui, parce qu'en fait, c'est un auteur, c'est un romancier à succès dans l'histoire, Taro Miyao. D'ailleurs, il s'appelle Miyao, hein, c'est peut-être pas un hasard. C'est un romancier à succès et admirateur de Nicolas Machiavel. Bon, bah voilà. Et un jour, une épouse richissime va lui offrir un cadeau qui serait capable de soulager ses épaules raides. Il s'agit d'un petit chat tout mignon. Voilà. Bon, évidemment, l'écrivain, il est pas trop de joie. Et en fait, mais il va se rendre compte que ses douleurs disparaissent comme par magie lorsque le félin grimpe sur son dos. Et voilà, ainsi va débuter le quotidien mouvementé entre le chat qu'il va appeler Nicolo. J'imagine en référence à Nicolas Machiavel, du coup. Et donc son maître Taro. Voilà, ça a l'air... oui, j'ai oublié de dire... je pense que c'est une autrice, Sho Yamazaki. Est-ce que c'est une autrice? Je sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, ça a l'air un petit peu mimes. Et surtout très rigolo. Parce que je pense que c'est un peu effectivement le contraste entre le mec qui est fan de Machiavel, philosophe de la Renaissance, à qui on doit le fameux machiavélisme, hein, voilà. Et du coup, voilà, et petit chat tout mignon. Ça a l'air un petit peu rigolo. Voilà pour celui-ci. Toujours le 7 mai, on n'en finit pas du 7 mai. Sortira, alors c'est une réédition. La Tour des damnés de Brian Aldiss aux éditions du Passager clandestin. Alors, c'est la même couverture dans le grand format. Donc il était sorti il y a un bon moment, hein, en grand format, je crois en 2013. Mais c'est un livre qui date de 1968. Donc voilà, il était sorti en 2013 en grand format. Et là, il sort en poche. Donc le 7 mai, au prix de 10 € pour 112 pages. Il est très court. Mais j'avais vraiment envie de le mettre parce que ça a l'air assez curieux. On est dans un genre de dystopie. Donc Brian Aldiss a écrit ce livre en 1968. Et en fait, dans son histoire, on est au début du 21e siècle. Voilà. Il y avait une surpopulation, mais elle a été résolue. La famine a aussi été résolue, si seulement. Et tout irait parfaitement s'il n'y avait pas la tour avec un T majuscule, puisque en 1975, en fait, le but de cette tour a été créée pour étudier le comportement d'individus soumis au confinement. Je trouve ça quand même marrant, parce que le livre en plus a été donc sorti en France en 2013, donc c'était quand même bien avant le Covid. Et donc il y a 1500 volontaires
voilà, qui vont être introduits dans cette tour. Mais le truc, c'est que 30 ans plus tard, donc rappel, on est en 1975, et ensuite on va être en 2005, où c'est maintenant 75 000 personnes qui pullulent à l'intérieur de cette tour. Le conditionnement a si bien fonctionné que personne ne semble vouloir sortir, ni même imaginer qu'une autre réalité soit possible. C'est quand même assez hallucinant. Et en fait, c'est une dystopie sur les effets de la surpopulation. Voilà, que l'auteur a écrit donc en 68. Voilà, moi j'avais lu une autre dystopie sur la surpopulation, c'était Soleil Vert. Soleil Vert, c'est vraiment une dystopie sur la surpopulation, hein, rappelons-le. Mais par contre, le plot est pas du tout le même, vraiment. Là, voilà, là, on est vraiment sur un truc de confinement, mais je trouve ça trop intéressant. J'ai trop envie de le lire. Je sais pas vous, mais moi j'ai de ouf envie de lire cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de personnes qui sont confinées pour une expérience, qui se reproduisent et qui veulent pas sortir de là et qui oublient l'extérieur. Et enfin, c'est trop ouf, quoi. Ça fait que 112 pages, c'est super court. C'est une novella, quoi. C'est une novella. Je connais même pas cette édition, là, le Passager clandestin. Mais voilà. Du coup, j'ai vu ouais, un peu la charte graphique de cette maison d'édition. C'est un peu comme ça, toujours ces mêmes couvertures avec juste un dessin en noir et blanc. Mais ouais, ça a l'air oufissime. Voilà, j'ai grave envie de le lire, mais je pense que je l'achèterai plutôt en e-book parce qu'il est moins cher. Je vois qu'il est à 5,49 € sur la Kindle. Mais ouais, j'ai grave envie de le lire. Voilà, c'est dit. Voilà, en tout cas, donc pour celui-ci, on repasse sur une BD. On peut dire ça. Alors, on passe au 13 mai surtout. Hein, ça y est, on est sorti enfin du 7 mai. On passe au 13 mai avec une BD vietnamienne. Il s'agit d'un été sans fin de Lam Wang Truc, je suppose, qui sortira aux éditions Paquet au prix de 12 € pour 224 pages. C'est quand même pas très cher. Et dans cette histoire, en fait, on va suivre un garçon. Alors, on n'a pas leur nom. Un garçon et une fille. Si, on a leur nom de famille, en l'occurrence. Qui fréquentent la même école et préparent des examens très importants pour pouvoir entrer dans un établissement privé destiné aux personnes surdouées. Ils s'appellent tous les deux Fong. Donc, je pense que c'est leur nom de famille. Et ils sont très très amis, peut-être plus d'ailleurs, pas trop. En tout cas, ils se comprennent mutuellement. Ils ont une profonde affection l'un envers l'autre. Alors lui, il partage son temps entre les études et le travail afin d'aider son père à joindre le debout. Et elle vit avec sa sœur aînée et sa mère qui a beaucoup d'attentes à son égard et en fait va beaucoup insister sur l'importance qu'aura pour la vie de la famille l'admission donc de Fong dans cette école privée. Et voilà, donc en fait, ils ont tous les deux, en gros, la pression sur leurs épaules de la part de leur famille, voilà, sur le fait d'intégrer cette école de surdoués un petit peu, voilà, mais donc c'est compliqué pour eux, mais heureusement, ils ont leur histoire d'amour. Mais voilà, est-ce qu'ils vont réussir, voilà, est-ce qu'ils vont réussir à devenir adultes? En gros, c'est une espèce de récit initiatique, on peut dire ça. C'est un récit initiatique au-delà de la romance. C'est pas une romance, je pense. Enfin, c'est pas les codes de la romance. C'est plus ouais, un récit initiatique sur deux adolescents qui subissent une certaine pression dans leur vie familiale. Et c'est vietnamien, voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir une petite BD vietnamienne pour changer. Donc voilà, je vous l'ai mise si ça vous intéresse. Toujours le 13 mai, cette fois c'est un petit manga qui sortira. Il s'agit de Hotel Inhumans. Hotel Inhumans.
si j'arrive à bien le prononcer, de Ao Tajima. Ça sortira aux éditions Kurokawa et il y a 12 tomes en tout. Voilà, terminé en 12 tomes. Et alors, dans cette histoire, en fait, on est dans un hôtel un peu particulier. C'est un hôtel de luxe et en fait, il offre un service premium d'assistance au meurtre puisque en fait, les personnes qui résident dans cet hôtel sont toutes plutôt, parce que des personnes, des tueurs à gages. Voilà. Et en gros, en fait, on a de personnel de l'hôtel en fait qui donne un peu des qui sont un peu des aides pour aider les tueurs à gages à buter des gens. Voilà, tout va bien. Bon, voilà, j'ai trouvé le concept un peu original. Et voilà, je vous l'ai mis. Alors, le premier tome, donc, il coûte 7,95 € pour 208 pages. Et donc, rappel, il y a 12 tomes. Ouais, faut pas trop... C'est clair. T'imagines, tu rentres dans un hôtel, il y a que des tueurs. Ah bah super, youpi. Let's go. Voilà. Voilà. En fait, ouais, c'est ça. En fait, ils ont... Les concierges de l'hôtel aident à enterrer les cadavres, notamment. Enfin, voilà, quoi. C'est... Super. Trop bien comme service. Mais en vrai, je pense que c'est un peu une métaphore de la société japonaise. Je rappelle que, bon, il y a quand même des... au Japon, il y a quand même des services pour tout. Hein, notamment, on en a parlé récemment, hein, les services qui aident, des sites internet qui vous aident à disparaître volontairement. Donc je pense que c'est un peu ça, c'est un peu une métaphore de tout ce qui peut se faire, voilà, tellement les Japonais sont quand même une société très extrême, très intense en fait dans leurs relations sociales et tout ça. Donc il y a un taux de suicide qui est très élevé. D'ailleurs, il y a aussi des sites qui t'aident à te suicider, littéralement. Donc, oui, pourquoi pas, effectivement, des endroits, alors là, c'est pas un site internet en l'occurrence, mais des endroits pour aider les gens à buter d'autres gens. Ouais, oui, c'est pragmatique, c'est clair. Mais du coup, ouais, je pense qu'il y a certainement, effectivement, un côté un peu critique de la société japonaise au travers de ce manga. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Ensuite, on passe au 15 mai avec un essai. J'étais passée à côté. Pour le coup, alors on parlait des true crime dimanche. Mais là, pour le coup, je pense que c'est vraiment très très intéressant. Il s'agit de Les autres affaires de Dominique Pellico, que cachait le pseudo Fétiche 45. L'auteur, c'est Laurent Valdiguier, qui a fait d'autres enquêtes en fait sur des personnalités, et notamment des personnalités politiques, dont Nicolas Sarkozy. Voilà. Du coup, voilà, c'est un journaliste. Hein, et là, en l'occurrence, voilà, là où c'est intéressant, c'est qu'on va pas parler de Gisèle Pellico, et enfin si, on va en parler évidemment, mais je veux dire, voilà, c'est pas centré sur l'affaire Mazan et en fait et les viols de Gisèle Pellico. Là, en l'occurrence, c'est basé sur tout ce qu'a pu faire d'autres Dominique Pellico. Voilà, donc rappel hein, qu'il a été chopé parce qu'il filmait sous les jupes des femmes. Hein. Et là, donc voilà, ça met... Alors, et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est pas juste le côté un peu apprendre sur Dominique Pellico, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une enquête qui met en lumière les failles du système judiciaire, et notamment dans la protection des victimes, parce qu'en fait, ce que va raconter Laurent Valdiguier, là, dans cette histoire, c'est que bien avant la révélation donc, de l'histoire de Gisèle Pellico, et il y a déjà eu des affaires qui avaient été révélées sur Dominique Pellico et la justice n'a rien fait en fait, voilà, parce que il y avait déjà eu des plaintes d'autres femmes, voilà, donc
ça fait des dizaines d'années, hein, ça fait des dizaines d'années en fait qu'il y a eu des plaintes, etc. La police n'a rien fait, la justice n'a rien fait. Voilà, donc encore un livre qui met en lumière effectivement les problèmes qu'on a, et notamment sur les affaires de VSS, qu'on a avec donc la police et la justice. Du coup, ça a l'air extrêmement intéressant, effectivement. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. On ne parle jamais du fait que, bah oui, il y avait déjà eu des plaintes bien avant l'affaire Mazan. Parce que Dominique Pellicot, eh ben, il œuvrait déjà sur Internet. Entre autres, hein, pas que sur Internet d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ah oui, il a été soupçonné dans le meurtre d'une femme. Ah putain, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est un truc de fou. Non mais un mec comme ça, c'est sûr qu'il a fait d'autres choses avant, quoi. Tu peux pas... Tu sors pas, parce qu'en plus, il a quoi, il a plus de 70 ans. C'est pas à plus de 70 ans que d'un coup, tu décides de mettre ta femme en pâture à d'autres hommes. T'as fait d'autres choses avant. Enfin, voilà, à un moment, tu te réveilles pas pervers du jour au lendemain, quoi. Tu te réveilles pas violeur, agresseur du jour au lendemain. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc voilà, en tout cas, pour... Ah oui, et donc ça sortira chez Point, j'ai oublié de préciser, au prix de 7,90 € pour 224 pages. Moi, j'avoue que ça m'intéresse beaucoup, donc je vais voir si je peux le trouver d'occasion ou sur liseuse. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ah ouais, en 1991. Ouais. Bah oui, il a plus de 70 ans. Donc clairement qu'il y a des histoires qui datent de bien avant Internet. On est d'accord, quoi. On est d'accord. Donc voilà. Ouais, il dit, voilà, cette enquête reprend les faits commis par Dominique Pellicot depuis des dizaines d'années. Les erreurs policières comme celles de la justice ainsi que le silence assourdissant des politiciens. Des conséquences qui sont indélébiles pour les victimes qui doivent les supporter et les subir à perpétuité. Voilà. Super intéressant, quoi. Donc voilà, et je sais pas pourquoi je l'avais pas vu passer en grand format celui-ci, c'est quand même étonnant. Il était sorti chez Seuil en mai 2025, donc vraiment un an auparavant, quoi. Je l'avais pas vu. Et il était appelé... Ah ouais, il avait pas le même titre. Il s'appelait, en grand format, il s'appelait Fétiche 45, les autres vies de Dominique Pellicot. Voilà. Voilà en tout cas pour celui-ci. Allez, on reste le 15 mai avec un essai de chez Point. Voilà, direct en poche. Hein. Celui-ci, comme souvent d'ailleurs, hein, chez cette petite collection féministe violette là. Il s'agit d'un collectif en fait d'autrices, donc coordonné par Camille Regache, et donc le collectif, il y a Amandine Gay, Jeanne Godard d'Avant, Mathis Grossos, Pauline Armange, Morgane N. Lucas, Stéphanie Houillon, Préca et Charlotte Puiseux. Et ben en fait c'est ni plus ni moins, vous l'aurez deviné avec le titre, qu'un essai sur la bisexualité, voilà, donc les vécus, les discriminations, qu'est-ce que vivent spécifiquement les personnes bisexuelles et pansexuelles, voilà, parce que c'est vrai que la bisexualité est souvent oubliée, hein. On a tendance à dire ah ben Yael est en couple avec quelqu'un du même sexe, et ben Yael est homo, et si Yael est en couple avec quelqu'un du sexe opposé, Yael est hétéro. On se pose pas la question de si la personne est bi ou pas, quoi. Et je sais pas faire le point médian, t'inquiète, y a pas de souci. Et donc du coup, bah en gros, c'est un collectif qui va raconter un petit peu. C'est un recueil de témoignages, hein, voilà, c'est son expérience avec la bisexualité. Voilà, donc ça a l'air très intéressant. Ben, moi, étant moi-même bi, je me sens
concernée pour le coup. Mais voilà, ça peut être vachement intéressant à lire. Donc il y a 224 pages du coup. Pour 7,90 €. J'aime décidément beaucoup cette petite collection de chez Point. Voilà. Ouais, ça t'intéresse aussi. Eh ben oui, du coup. Voilà, donc ouais, c'est vrai qu'on parle rarement précisément en tout cas de la bisexualité, de ce que ça peut être ou ne pas être, des discriminations spécifiques, hein. On parle de biphobie, hein. Il y a vraiment des discriminations spécifiques qui touchent les personnes bi. Voilà. Voilà en tout cas pour celui-ci. Le 15 mai, toujours, sortira un petit manga, j'aime beaucoup la couverture, qui s'appelle Undark de Akili. Ça sortira chez Dupuis dans leur collection Vega. Et alors là, par contre, on ne sait pas le nombre de tomes. Parce qu'il n'y a que 3 tomes en cours pour l'instant. Donc voilà, je ne sais pas combien de tomes il va y avoir. Mais voilà, ça a l'air intéressant. Donc, alors 8,35 €. Par contre, j'ai pas le nombre de pages. Ah si, 192 pages. Donc dans cette histoire, on va suivre... Ouais, elle est trop belle la couverture. On va suivre Maria et Anne qui sont 2 sœurs orphelines qui vivent seules. Elles vont encore à l'école et elles n'ont personne pour les aider. Bon, du coup, elles ont un peu du mal à joindre les deux bouts. Elles survivent en gros, hein, le quotidien est assez difficile. Et Maria, en fait, pour protéger sa petite sœur et subvenir à ses besoins, est obligée de se prostituer. Mais un jour, il va y avoir l'explosion d'une supernova. Et en fait, on va se retrouver, alors je sais pas si c'est dans un monde post-apo, mais en tout cas, elles vont s'éveiller avec des pouvoirs surnaturels. Et le destin du monde est sur le point de basculer et des choix décisifs vont s'ouvrir à elles. Voilà. Apparemment, c'était un manga qui était apparemment assez attendu. Voilà. Du coup, bah écoutez, ça a l'air intéressant. Après, moi, j'avoue, celui-là, j'attends quand même de voir combien il y aura de tomes parce que, bon, j'ai pas envie de rentrer dans un truc où il y a 10 milliards de tomes. C'est quand même assez pénible quand ça fait ça. Mais voilà. Ça a l'air plutôt intéressant. Après, Akili... Attendez. Il est où Akili? Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Pourquoi il n'y a pas son auteur? Ah, Akili, c'est Higashiyama Sho. D'accord. Ah oui, en fait, il a plusieurs pseudonymes. Son vrai nom, c'est Sho. En fait, c'est Sho Higashiyama. Et c'est un homme. Voilà. Pour information. Ah oui, il a fait pas mal de trucs, en fait. Ok. Oui, donc c'est pas un... C'est pas un nouveau mangaka, quoi. Ok. Bon, voilà. Sur Nautiljon, moi je regarde Nautiljon, qui est un site en fait qui recense énormément de choses sur la culture asiatique, d'Asie, de l'Est et du Sud-Est, hein, globalement. Voilà. Et c'est vraiment très très complet, donc c'est très bien. Voilà. Et effectivement, en général, t'as le nombre de tomes et tout, donc c'est cool. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors on passe au 20 mai. Alors le 20 mai, il y a 3 BD qui sortent de la même collection. Donc on va les passer une à une. Chez Marabule, j'aime bien cette édition.
Donc la première BD, c'est le manifeste. Alors les 3 BD sont autour d'un peu de la même thématique. La première BD, c'est le manifeste des 343, histoire d'un combat de Hélène Strag, Adeline Lafitte et Hervé Dufaux. Et donc, ben oui, voilà, on va parler, donc on va être au fin des années 70, où Nicole, qui est une jeune documentaliste au Nouvel Observateur, à l'époque ça s'appelait le Nouvel Observateur, après c'est devenu le Nouvel Obs, maintenant c'est l'Obs tout court, parce qu'il n'est plus très nouveau. Donc voilà, elle va s'indigner du sort des femmes obligées d'avorter clandestinement. Et elle va décider de mettre en place une action d'envergure avec le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, et de monter un scoop destiné à changer la société et les mentalités. Et c'est le fameux manifeste des 343 qui va être rédigé par Simone de Beauvoir et signé par 343 Françaises connues ou inconnues, et donc publié par le Nouvel Observateur le 5 avril 1971, alors que l'avortement était illégal en France. Donc vous l'aurez compris, c'est 343 femmes qui vont raconter leur avortement. Et c'est quelque chose, voilà, qui a œuvré en fait dans le militantisme pour légaliser l'avortement en France, voilà, qui a marqué effectivement l'histoire du féminisme en France. Donc voilà, du coup, cette petite BD qui fait 144 pages pour 11,95 €. La deuxième, donc, pareil, c'est le même prix. Donc là, les deux autres, c'est des biographies. Donc la deuxième, c'est Simone de Beauvoir, une jeune fille qui dérange. Alors, pour le coup, elle dérange aussi un peu les féministes aujourd'hui, mais bon, c'est un autre débat. Donc celle-là, elle fait 128 pages, mais bon, elle est toujours au même prix, 11,95 € chez Marabule. Et donc, voilà, en gros, ça va raconter un petit peu la vie donc de cette femme qui a énormément aussi œuvré pour le féminisme en France. Voilà. Voilà, quoi dire de plus, clairement, elle a déjà elle est à l'origine du manifeste du 343, elle a été là aussi pour le procès de Bobigny. Elle a écrit un essai, donc le deuxième sexe, qui a été assez révolutionnaire à l'époque aussi. Je rappelle qu'il est sorti dans les années 40 quand même. Voilà, donc oui, du coup, c'était une figure du féminisme en France. Et donc oui, j'ai oublié de citer les auteurs. Donc c'est Sophie Carquin et Olivier Groinowski. Je suppose que ça se prononce comme ça. Voilà pour cette petite BD. Et la troisième, c'est une autre Simone. On reste un peu aussi sur la thématique de l'avortement. Il s'agit de Simone Veil, l'immortelle. Donc c'est Hervé Dufaux et Bresson, je sais plus son prénom. Pascal, pardon, voilà. Pascal Bresson et Hervé Dufaux. Et donc, oui, qui vont. Donc c'est toujours chez Marabule, toujours 11,95 €. Cette fois, elle est un peu plus grosse, 192 pages. Et donc Simone Veil, rescapée de la Shoah, rappel, qui a fait de la lutte pour les droits des femmes son combat. Et notamment, voilà, c'est grâce à elle que l'avortement a été légalisé. Et voilà, donc elle est décédée en 2017 et est entrée au Panthéon dans la foulée. Voilà, donc petite BD qui nous raconte l'histoire de Simone Veil. Allez, on passe on approche on est presque à la fin. On passe au 21 mai avec la sortie en poche de La papeterie de Ginza de Kenji Ueda. Voilà, donc moi j'avais lu en grand format chez Nami. Qui était plutôt sympatoche. Voilà, donc là ça sort en poche.
avec évidemment le petit chat sur la couverture, même si en vrai je crois pas qu'il y ait un chat dans l'histoire pour le coup, mais bon. Bon voilà, c'est un petit roman choral encore une fois, mais cette fois on est dans une papeterie avec donc le propriétaire qui s'appelle a aménagé un espace où les clients peuvent venir écrire directement en fait. Et du coup, on va suivre plusieurs personnages qui vont soit écrire à leurs proches, soit écrire dans un journal, soit bon, bref, voilà, plusieurs petites histoires autour de ça. C'était plutôt mimes, j'avais plutôt bien aimé. C'était sympathique, voilà. Et donc là, ça sortira chez Nami dans leur collection poche au prix de 8,90 € pour 336 pages, voilà, le 21 mai. Donc, on passe au 22 mai avec la sortie en poche de Les tigres ne mangent pas les étoiles de Cécile Oumani. Je sais plus si j'en avais parlé quand il était sorti en grand format. En tout cas, je l'avais sélectionné. Je me suis accrochée à ma boucle d'oreille, vous le croyez ça? Comment j'ai fait mon compte? Ah, en fait, ah non, même pas. Si, c'est mon truc aimanté en fait. C'est mon bracelet aimanté de la montre qui s'est aimanté à la boucle d'oreille. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, je sais plus. Je me rappelle que je l'avais sélectionné, mais je sais plus si je l'avais gardé dans la shortlist. Donc il sortira au prix de 9 € aux éditions Elisade. Donc c'était déjà les éditions Elisade dans le grand format. Pour 160 pages, il est assez court. Et dans cette histoire, on est... Ouais, je me demande. Hein. On est à l'aéroport de Bahreïn. Et en fait, on va suivre une narratrice, alors on ne connaît pas son prénom, qui voyage vers l'Inde et en fait, elle va louper sa correspondance à l'aéroport de Bahreïn. Et en fait, elle va se voir contrainte de passer la nuit dans un hôtel où elle va lier connaissance avec une Afghane qui s'appelle Mena, je sais pas, qui se rend à Kaboul au chevet de son père. Et en fait, la narratrice va être happée par le récit de Mena qui va évoquer l'Inde aussi, l'Afghanistan, la guerre et le départ vers Berlin en fait. Et du coup, bah voilà, en gros, en fait, les récits des deux femmes vont les rapprocher. Ça a l'air. En vrai, ça a l'air assez poétique, ça a l'air assez beau quand même. J'aime bien le. J'ai pas fait gaffe, mais sur mon écran, il y a la tête du tigre qui regarde dans la même direction que le chat sur mon fond d'écran. Ça donne un truc assez cool. Mais ouais, voilà. Ça avait l'air d'être une plutôt belle histoire. Alors, Cécile Oumani, je sais plus de quelle origine elle est. Est-ce que j'avais regardé Cécile Oumani. Elle est belge, mais elle est... Ah oui, attendez. Elle est née à Namur, mais on nous dit qu'elle est franco-britanno-tunisienne. Ah bah ouais. Alors, sa famille maternelle est au Canada. Elle a développé une familiarité avec des univers variés, Belgique, Inde, Allemagne, Écosse. Et donc sa rencontre avec la Tunisie à l'âge adulte est venue presque naturellement s'ajouter aux autres facettes de son imaginaire. Et ben purée. Ok. Donc oui, vraiment multiculturel quoi. Très bien. Il te regarde toi les félins. Oui c'est vrai, j'avais pas vu. C'est vrai. On dirait qu'il me regarde. Il mange pas les étoiles, mais peut-être les humaines. Mais non, c'est le regard de l'amour. En plus, le chat sur mon fond d'écran, on dirait mon chat. J'aime tellement les chats roux. Je pense que si je prends, un autre chat, quand le mien sera plus là, j'espère dans longtemps, hein, bah, ça sera encore un chat roux. Parce que j'aime trop les chats roux.
En plus, ils sont tellement bon caractère. Bref. Bon, voilà. En tout cas, pour celui-ci, qui sortira donc, j'avais dit quoi, le 22 mai. Et on finit, bah, le tout dernier, par un petit young adulte. J'avais pas encore mis de young adulte dans cette sélection. Bah voilà. On termine avec un petit young adulte. C'est vrai qu'ils sortent rarement en poche. D'ailleurs, alors, il était sorti quand en grand format celui-là? Merde. Je sais plus. Mais il y a longtemps. Je crois que c'était 2020. J'ai regardé, c'était 2020, un truc comme ça, il y a longtemps, quoi. Donc, il s'agit de Et ta vie m'appartiendra de Gaël Aymon, qui sortira chez PKJ au prix de 8,30 € pour 384 pages. Et on va suivre Irina qui, à la mort de sa grand-mère, va recevoir un étrange héritage. Il s'agit d'une peau qui est un genre de talisman censé exaucer tous ses désirs. Alors évidemment, elle y croit pas trop, mais elle teste quand même en mode bon vas-y, vas-y, je veux devenir riche. Et elle demande aussi la dévotion absolue de sa seule amie qui s'appelle Halima. Et le truc, c'est que ses souhaits vont se réaliser. Sauf que le problème, c'est que en fait, il va y avoir un peu le revers de la médaille, quoi. Voilà, sa vie va se transformer en cauchemar, et notamment d'une parce que il y a quelqu'un qui en veut à son testament. Voilà, un ennemi, on ne sait pas qui c'est. Et en plus, à chaque vœu formulé, la peau aspire peu à peu la vie d'Irina, la tuant à petit feu. Voilà, ça a l'air... Moi, j'aime bien les histoires de vœux réalisés qui sont en fait à double tranchant. Voilà. Ah, tu t'es noté les tigres. Ça a l'air plutôt intéressant. Bon, voilà. Pour une fois qu'il y a un young adulte en poche, c'est quand même assez rare. Je vous l'ai mis et voilà, c'est tout pour cette petite sélection et c'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Donc on va revenir par ici en espérant que cette sélection vous aura plu. Du coup, on va se retrouver la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Jeudi, je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, au pire du pire, pour YouTube, prochaine vidéo, ce sera les sorties grand format du mois de mai. Il y a pas mal de trucs qui m'ont l'air pas mal, ça fait beaucoup de pas mal. Il y a pas mal de trucs qui ont l'air très bien, en tout cas. Et ouais, merci à vous. Et du coup, je vais vous laisser là YouTube. Alors, je sais pas encore ce que je fais jeudi. Ah si, je pense que je ferai un bilan lecture en fait. Parce que j'en suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. J'en suis à 5. Et honnêtement, ouais, je pense que d'ici jeudi, il y en aura d'autres. Peut-être que j'aurai fini Bienvenue à Dietland, parce que je pense que je vais lire pas mal dans les transports. On va voir. Mais ouais, potentiellement, je pense, enfin c'est pas potentiellement, mais je pense que jeudi, je ferai un bilan lecture. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera un bilan lecture. Voilà, voilà. Merci beaucoup YouTube et on se retrouve donc très très bientôt. Bisous, bisous. Bon courage pour la semaine. Miaou.